Bienvenue à tous dans ce calendrier de l'Avent 2025 du Basket Lab. Cette année, pour attendre Noël, une saga Origin de Star où nous replongeons chaque jour dans le passé pour redécouvrir les profils de draft des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, 10e numéro, Rudy Gobert. Et pour cela, nous replongeons dans l'article de Jonathan Givony pour draftexpress.com, la référence pour le scouting à l'époque. Article écrit le 29 mai 2013, un mois avant la draft de Rudy Gobert, alors qu'il était encore à Cholet. Origine de Star, Rudy Gobert. C'est parti. Après avoir joué à peine 14 minutes par match en 2012, Rudy Gobert a vu ses minutes augmenter jusqu'à 23 par match en 2013 et fut suivi de très près par les scouts NBA et dirigeants à chacun de ses matchs de proie. Alors que le coach Herman Cantor s'en est allé pour entraîner le Beşiktaş, Cholet a alors jeté son dévolu sur l'expérimenté Jean-Manuel Souza pour cette année, donnant des résultats moyens et manquant les playoffs de manière inattendue et décevante pour seulement la deuxième fois en 12 ans. Gobert continue de remplir sa charpente petit à petit, comparé aux années précédentes où nous l'avions évalué, mais il est encore très loin d'avoir atteint sa maturité physique. La partie haute de son corps est bien meilleure, mais il reste encore léger et avec des jambes très fines qui le handicapent des deux côtés du terrain. Il se fait malmener autour du panier, il perd l'équilibre relativement facilement et passe une bonne partie de son temps les quatre fers en l'air par terre. Gobert est un intérieur assez mobile, rapide pour décoller du sol, mais surtout exceptionnellement long. Son envergure de 7,8 et demi est tout simplement la plus longue jamais mesurée dans l'histoire du NBA Draft Combine où sont mesurés tous les prospects de la draft. Et son allonge, la hauteur barre levée de 9,7 est tout bonnement absurde. Ce n'est pas un athlète hors du commun, cependant. Il peut paraître pâteau lorsqu'il doit courir par moments et n'est clairement pas explosif en termes de pure détente verticale. Ses résultats au test athlétique du Combine sont d'ailleurs assez moyens à cet égard dans quelques catégories, même si cela reste compliqué de réellement jauger Gobert relatif à ses pairs américains, étant donné que le Français jouait pour la toute première fois contre ces joueurs. Il ne semble pas aussi athlétique, par exemple, que des pivots des dernières drafts comme DeAndre Jordan ou Javal Magui, deux pivots bluffants sur ce plan athlétique de la draft 2008. En attaque, Gobert était loin d'être une option prioritaire pour Cholet, avec un minuscule 9% de volume offensif des possessions de l'équipe et scorant à peine 14 points par 40 minutes, ajusté pour rythme de jeu. Il était néanmoins outrageusement efficace sur ses opportunités. Gobert a rentré pas moins de 74% de ses tirs à 2 points cette année, la plupart d'entre eux survenant sur l'exercice du pick and roll en plongeant au panier, sur des rebonds offensifs ou sur du jeu de contre-attaque. Gobert possède des mains incroyablement souples et légères qui, couplées à des bras interminables, offrent à ses coéquipiers porteurs de balle un catch radius, un périmètre de réception du ballon, immensément grand. Il peut rattraper n'importe quelle passe lancée plus ou moins dans sa direction, faisant de lui une cible de lob superbe qui explique largement son efficacité offensive. Il est solide au rebond offensif également, avec 3,7 prises par 40 minutes, top 15 de proie. Plus encore, il rentre même ses lancers avec un taux tout à fait correct de 70%, très bon signe pour le futur. Côté point négatif, cependant, il faut noter que Gobert est un joueur limité, sorti du simple catch and finish autour du panier. Il ne montre pas grand-chose de haut panier, n'ayant notamment pas assez de puissance dans la partie basse de son corps pour établir sa position à l'intérieur, ni d'ailleurs un répertoire de footwork ou de move de haut panier suffisamment varié si le défenseur arrive à bloquer son move initial. Son manque de puissance, donc d'équilibre en conséquence, et même de dureté et d'agressivité l'empêche réellement de pouvoir finir malgré les contacts dans le trafic. Et il doit d'ailleurs, au passage, largement améliorer sa main gauche. Loin du panier, Gobert n'a tout simplement rien démontré quant à l'obtention d'un semblant de jump shot, ni même ne paraît être en train d'en développer un d'après ce qu'on a pu voir sur les exercices de tir au NBA Draft Combine. Il n'est pas non plus un bon passeur, ni ne prend de très bonnes décisions en mouvement ou même simplement avec la balle. Mais il peut être possible qu'une partie de ses faiblesses ait pu être amplifiée par l'attaque désorganisée de son équipe par moment, son coach ne le plaçant pas tout le temps dans les conditions idoines pour exploiter son skill set unique. Un domaine du jeu où Gobert rayonne de mille feux néanmoins est évidemment la défense, démontrant le potentiel de devenir tout bonnement un incroyable game changer en NBA avec son cocktail de taille, longueur et instinct. Littéralement, il change tout sur le terrain et dans la raquette, et c'est quasiment impossible de shooter autour de lui à la fois dans des situations de défense de homme à homme face à lui ou lorsqu'il surgit loin du ballon depuis le côté faible, se classant premier
en proie au nombre de contres par 40 minutes l'an passé déjà, et cette saison encore. Même s'il n'est pas incroyablement rapide non plus, Gobert démontre une mobilité surprenante sur défense du pick and roll, capable de réaliser des edges montés au niveau de l'écran, voire parfois au-delà, avec un très bon timing, puis de revenir à temps sur son attaquant. Sa longueur est un atout on ne peut plus menaçant pour étouffer les attaquants sur des trappes, des prises à deux, et ses mains sont assez vives pour perturber les lignes de passe et créer un bon total de déviation. Son manque de puissance l'affecte néanmoins en défense également, se faisant bousculer assez facilement dans la raquette et pas toujours capable de tenir son territoire. Il manque d'un certain niveau d'intensité et de dureté, laissant parfois l'adversaire le dégager de son spot sans offrir assez de résistance. Son centre de gravité, très haut, et donc son équilibre assez moyen en conséquence, complique la tâche pour lui de bien fléchir les genoux et coulisser latéralement pour contenir les drives adverses. Rebondeur seulement moyen ou compétent, mais sans plus, Gobert a démontré un bon timing pour le box-out, mais là encore, avec une tendance à ne pas pouvoir les tenir, ces box-out, ces écrans de retard, de par son manque de puissance, y compris même face à des joueurs plus petits. Ces 5,7 rebonds défensifs par 40 minutes, 5,7, sont des plus banals et sans doute un domaine dans lequel il devra s'améliorer une fois en NBA. Étant donné à quel stade de son développement il est à peine, à la fois physiquement et en termes de skills, Rudy Gobert est un tantinet plus âgé qu'on ne le souhaiterait, fêtant déjà ses 21 ans la veille de la draft 2013. Mais il demeure malgré tout un prospect avec une marge de progression encore très grande. Si une équipe NBA pense qu'il sera capable de prendre en masse musculaire dans les années à venir, elle pourrait s'aventurer à le drafter même très haut en juin prochain. Et pour cause, les joueurs avec un tel potentiel défensif en NBA sont extrêmement rares à trouver. Son éthique de travail est très bonne et il semble même réellement investi pour s'améliorer et arriver à faire carrière dans la jungle de NBA. Deux éléments devant être vus comme des points très positifs au vu de sa sélection. Et donc, quelques commentaires à présent de notre part à propos de Rudy Gobert et sa carrière, avec notre vision évidemment du a posteriori. Même si c'est vrai que bon, le cas de Gobert, on l'a quand même bien traité déjà depuis quelques temps sur le Basket Lab, on en parle assez régulièrement. Le niveau défensif complètement fou, même y compris l'an passé, où il n'y a pas forcément le narratif pour être Depoy comme l'année d'avant, mais tout de même, voilà, c'est quand même quelqu'un dont on a beaucoup parlé, mais l'angle de la draft est quand même assez intéressant, on l'avait encore jamais trop fait pour le coup. Et moi en plus, bon, c'est une des premières drafts que j'ai fait, enfin c'est la première que j'ai couvert, on va dire, pour de vrai. Et donc j'ai quand même pas mal de souvenirs de ça. Et d'ailleurs, petit point contexte à propos de ça. Gobert est connu depuis un peu longtemps avant la draft parce qu'évidemment un mec aussi grand il se fait remarquer, donc voilà, il a fait un peu le parcours les équipes de France de jeunes, etc. Sur draftexpress.com on écrit sur lui, donc là c'est un article de 2013 juste avant sa draft, mais il y a aussi des articles qui datent de juin 2012 même à l'époque où il est déjà remarqué sur des tournois de jeunes. Donc voilà, connu depuis longtemps, il se présente pas en 2012, je sais plus trop pourquoi, mais parce qu'il est peut-être encore très très brut, donc voilà, et donc il vient en 2013. Juste pour dire, donc draft 2013, on est sur une des drafts les plus faibles de la décennie, voire même en fait la plus faible qu'on ait jamais connue en vérité. Il y avait déjà eu un peu ça 2 ans avant, 2011, je crois qu'on avait parlé avec Kyrie à l'époque. 2011, il y avait un côté, le talent pur semblait être moins bon pour la draft parce que le lockout notamment. Ok. 2013, c'est pas pareil. 2013, il n'y a pas de lockout. 2013, c'est juste un niveau de talent pur qui est juste mauvais en fait. Et parfois ça arrive. Parfois c'est juste la conjecture. Il y a des années, il y a des QV de fous avec des top prospects partout, une profondeur de malade. Et il y a des fois, c'est le timing comme ça. Mais les mecs nés cette année-ci, pour les one and done, pour les autres, ils sont pas très forts. Et c'est vrai que la classe de lycéens 2012, donc c'est pas la folie. C'est assez faible pour le coup. D'ailleurs, la draft, elle se finit avec Anthony Bennett qui est premier choix. Alors on peut taper sur Bennett autant qu'on veut, si vous voulez. Moi je l'aimais beaucoup, Bennett. Mais en fait, bon, en plus il s'est effondré d'un point de vue mental parce que justement le statut de first pick il était pas pour lui non plus. Mais je veux dire, s'il y a un mec comme Bennett qui est la surprise en tant que first pick, c'est parce que tout était ouvert en fait. C'est parce qu'il y avait aucun talent évident et que, comme je dis souvent en fait, en vérité, 2013, en fait, il faut faire plus 10, si vous voulez. C'est-à-dire que d'ailleurs, je voulais en parler, j'ai oublié de le faire sur l'épisode sur Mitchell.
Donovan Mitchell, il y a une comparaison intéressante à faire avec Victor Oladipo, en fait, en termes de profil. Parce que Oladipo, c'est ça aussi. Oladipo, c'est un défenseur de base, comme Mitchell. À la base, Mitchell, à Louisville, est connu pour la défense. Et avec 2-3 flashs de création, on se dit, ah tiens, il est explosif, il est grand, il est long. Il y a des flashs de création. Mitchell, ça s'est confirmé. Oladipo aussi. D'ailleurs, c'est confirmé, même si un peu plus sur le tard. Mais voilà, Oladipo, en 2012, il est 2e de draft. Et d'ailleurs, il n'était pas attendu 2e, il était attendu 7e. Et Mitchell, il est 12, 13, je crois, on avait dit, ou 11, je sais plus. Voilà, en fait, la 2013, il faut bien avoir conscience qu'il faut faire plus 10. Pour une draft normale, Anthony Bennett, c'est pas un first pick, c'est un talent top 10, voilà, à peu près 11e, 12e en termes de calibre. Dans une vraie draft, avec un vrai niveau de talent normal. On sort aussi d'ailleurs du titre 2012 de Kentucky. Même Kentucky, en termes de recrutement, Calipari va chercher la figure de proue, c'est Nerlens Noel, qui, je pense, n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Nerlens Noel, c'était un phénomène défensif. En attaque, il n'y avait rien, quoi. Et Archie Goodwin, que j'aime bien, mon chouchou, bon, c'est pas la folie non plus. Et voilà, même Kentucky, il n'y avait rien, quoi. Et Duke, c'était 2013, bonne équipe, mais c'était une équipe de vétérans, quoi. Seth Curry, Mason Plumlee, il n'y a pas non plus de top talent, quoi. Il y a eu UCLA avec Shabazz Muhammad et Kyle Anderson, qui étaient les top recrues de UCLA. Ça n'a pas trop marché. On a déjà fait l'histoire de Shabazz Muhammad. Bref, pour vous dire que cette classe est un peu particulière, au final. Mais je dis ça aussi, pourquoi ? Parce que le talent de base, le soir de la draft, on dit c'est une draft qui est très faible, très très faible. Le truc, c'est que on a tout de même eu 2 joueurs géniaux qui en sont sortis. Et quand je dis géniaux, vaut mieux même dire all-time de cette draft 2013. Et il n'y a pas de hasard, peut-être. En tout cas, c'est marrant de remarquer que c'est ce que j'appelle 2 tickets de loto gagnants. Donc lui, Gobert, qui est devenu un all-timer en termes de défense. Et puis Giannis Antetokounmpo, évidemment, qui fait partie un peu de cette classe. On en parlera. Mais qui est un peu le mec qui se fait drafter sur le pur potentiel de grand et long. Et quand il y a un peu cette base, on se dit on va développer les skills, et c'est pareil pour Gobert. Et en fait, pour moi, c'est un peu les deux exemples de ça, pourquoi est-ce que tu paries sur ce type de profil à ce point grand, à ce point long. C'est que, en fait, il y a parfois un haut taux d'échec là-dessus, dans le sens où parfois tu draftes un mec qui est grand et long, en tant que pivot, par exemple, même sur cette draft, au passage, on va en parler, mais ça vient pas. Mais la fois sur 5, sur 10, sur 15, sur 20 où ça marche, et que tu as, on va dire, ces fondations fantastiques de physique, et que tu arrives à en faire un basketteur, je caricature, il y a un côté où c'est le jackpot total. Et donc Giannis, avec ses fondations physico-athlétiques, quand ça devient un joueur de basket, c'est MVP, quoi, pour le coup. Et puis pareil pour Gobert. Gobert, c'était pas sûr qu'il y a un niveau de maîtrise, de technique défensive, etc. Et pourtant, quand ça vient, t'as un plus haut plafond que si t'avais juste drafté un mec en pivot un peu normal en termes de mensuration, et que lui, le pivot normal, en termes de taille ou de longueur, il apprend à jouer au basket, ça peut devenir un bon pivot, mais il n'y a pas le même plafond. Donc, c'est aussi marrant, un peu cette dualité entre, à l'époque de la draft, on dit, c'est une draft historiquement faible, peut-être même une des plus faibles de l'histoire. Il y a peut-être avec la draft 2000, peut-être, je sais pas. Mais, et l'autre côté, on est 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, on a ce côté où, en fait, on a 2 all-timers sortis de là, et pourquoi je parle de ticket loto ? Parce que c'est aussi pour ça que les gens ils vont jouer au loto, alors qu'on se dit mais c'est totalement bête. Mais oui, mais parce que ça leur coûte 1 euro ou 2 euros, je sais pas combien ça coûte d'ailleurs, je connais pas du tout, mais voilà, les gens ils jouent, et il suffit qu'il y en ait une fois que ça gagne, et en fait ça justifie totalement d'avoir joué pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans à aller gratter ton truc ou mettre les numéros, quoi. Parce que si tu gagnes le jackpot de 100 millions d'euros, t'es content, quoi. Et voilà, pour moi Giannis et Gobert c'est un peu ça dans cette draft, et ça va être les 2 meilleurs joueurs de cette QV, pour le coup, pour dire, donc Nerlens Noel, pour dire à quel point c'était faible comme draft. Nerlens Noel est un pivot défensif et quasiment rien en attaque, ça s'est un peu confirmé, ça, pour le coup, en NBA, était pressenti pour être le first pick, mais en plus lui il se blesse au genou en cours d'année, donc blessure très grave, donc là-dessus il commençait à y avoir des doutes. Et le deuxième prospect, il s'appelait Ben McLemore, et c'était littéralement un 3&D athlétique, vraiment 3&D athlétique d'une équipe de Kansas avec que des seniors, et lui c'était le jeune qui vraiment juste 3&D. Voilà la qualité des 2 meilleurs prospects attendus cette année, et les 2 d'ailleurs vont glisser en 6 et 7 plutôt qu'en 1 et 2, donc c'est un peu le boxon, quoi, pour le coup, cette draft. Donc ça semble aussi logique qu'on puisse avoir un peu l'émergence de potentiel plus lointain, plus risqué, mais qui, quand ça marche, quand ça hit, comme on dit au baseball, et enfin aux États-Unis, quoi, du coup c'est génial, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce contexte-là pour Gobert à l'époque. D'ailleurs, échangé le soir de la draft contre Eric Green, qui à l'époque était le meilleur score de NCAA, Eric Green, et Utah monte un trade pour aller chercher Gobert, qui donc était attendu dans cette draft un peu floue, c'est ça que je voulais dire aussi, était attendu parfois assez haut, Je suis un peu replongé dans les archives là, grâce à la machine Wayback Machine là,
de Draft Express, et il y a des fois où la mock draft pendant l'année, au mois de juin, au mois de mai, en fait il est attendu top 10, et je crois qu'il en parle un peu dans l'article. Il dit oui, alors l'équipe qui pense qu'il y a de quoi faire, qui a un bon potentiel et qui peut se renforcer musculairement, pourquoi pas le drafter très haut, et en effet il y a des mock drafts, il est attendu top 10. Bon, au final il ne sera pas drafté aussi haut, parce que voilà, on est vraiment sur ok, c'est un ticket de loto potentiel. Les tickets de loto, il y en a plein qui sont pas gagnants. Et le joueur est très brut, avec un potentiel maximum qui est très, très, très grand, immense, pour la défense notamment. Mais t'es gentil, mais c'est très lointain, quoi. Donc, à quel point est-ce que je préfère pas sélectionner? On y arrive aussi. Plein d'autres pivots dans cette cuvée, puisque c'était une vraie cuvée de pivots, pour le coup. Alors, en plus, c'est marrant parce qu'on est pile avant la vraie révolution de la NBA, le 3 points, etc. Donc, quelques années plus tard, on aura d'autres types de pivots sélectionnés premier tour. Mais là, on est vraiment sur la cuvée. Alors, on a Cody. Cody Zeller de Indiana, d'ailleurs, dans la même équipe que Oladipo. Donc, Cody Zeller était le top pick parmi les pivots. Il va finir top 4, top 5, je crois. On avait aussi Steven Adams qui était par là dans la loterie, 11e ou 12e, qui a été pris par OKC, avec d'ailleurs un pick qui datait du trade de James Harden, au passage. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Kelly Olynyk, qui était un pivot un peu à Gonzaga, même s'il va un peu plus reconvertir poste 4. On avait du Gorgui Dieng aussi, qui venait d'être champion avec Louisville, justement, pivot défensif, qui était le meilleur défenseur de NCAA, je crois, ou là je confonds, non, il est juste champion. Non, par contre, le meilleur pivot défensif de NCAA s'appelait Jeff Whitey aussi, mais je crois qu'il va pas premier tour, celui-ci. Il y avait plein de noms. Il y avait aussi donc Mason Plumlee, d'ailleurs, au passage, le senior de Duke, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était aussi dans cette draft au premier tour. Il y avait aussi, au passage, Lucas Nogueira. Voilà. Et Lucas Nogueira, c'est le Yang au Ying qui est Gobert. C'est-à-dire que les deux, c'est un peu le même profil à l'époque. Alors, pas exactement, mais je caricature un peu. Ce côté draftons, un grand, très long, très jeune, et avec donc cette idée où plus t'es grand, plus t'as ces mensurations physiques, plus tu vas pouvoir avoir un potentiel maximum élevé. Et pour un Rudy Gobert, on a un Lucas Nogueira dans cette draft, c'est-à-dire un grand, mais qui a jamais, entre guillemets, appris à jouer au basket, qui a jamais confirmé. Donc le potentiel, on va dire, est resté théorique. Alors que pour Gobert, il s'est réalisé. Et j'insiste, mais parce que c'est un peu le point principal pour moi. C'est vraiment ce truc de potentiel très lointain, parce que les fondations, on va dire. Et combien de fois ça se réalise? J'ai dit, il y a un Nogueira pour un Gobert. En vérité, non. Il y a 20 ou 30 Lucas Nogueira pour un Gobert, voire plus même. Et donc, au final, on a, donc je disais, Steven Adams, 12e, voilà. Cody Zeller, 4e, j'ai dit aussi. Kelly Olynyk, 13e cette draft. Nogueira, il va partir 16e. Et je crois qu'il va aller à Atlanta, pour le coup, dans un échange. Gorgui Dieng aussi, qui est 21e. Mason Plumlee, 22e. Voilà, il y a plein de pivots, pour le coup. Et donc, le dernier, c'est Rudy Gobert. D'ailleurs, anecdote, le pick 28, juste après, c'est aussi un Français. Il s'appelle Livio Jean-Charles. Et Livio Jean-Charles avait impressionné son monde parce que quelques mois avant la draft, 1 ou 2 mois, il est meilleur joueur du fameux Nike Hoop Summit, le match meilleurs Américains contre meilleurs étrangers. Il avait été génial, Livio Jean-Charles. Et donc, petite cote aussi là-dessus. Je crois que malheureusement, il s'est blessé gravement au genou. Il n'a jamais pu venir en NBA avec les Spurs. Mais voilà, Gobert, finalement, drafté assez tard, alors qu'on aurait pu... la fourchette pouvait aller beaucoup plus haut, je veux dire. Et donc, il atterrit à Utah après cet échange pour Eric Green, pour le coup, qui est drafté un peu plus tard, Eric Green. Et peut-être, c'est vrai qu'il y avait un aspect, c'est évoqué dans l'article, c'est un peu sa conclusion de l'article. Vu à quel point il en est à son stade de son développement, c'est-à-dire très peu, on aurait préféré qu'il ait 18 ans ou 17 plutôt que 21, déjà, en fait. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que Nogueira est parti plus tôt, notamment, ou que d'autres ont pu partir plus tôt. Adams, d'ailleurs, Steven Adams à Pittsburgh, c'est pas la folie, c'est vraiment one and done, des mains un peu en carton. Voilà, on est que sur du potentiel. Steven Adams aussi, très jeune et potentiel. Mais je pense que l'âge a peut-être un peu joué pour certains, on va dire, dans cette draft. Mais c'est aussi intéressant de voir que malgré tout, Givony nous dit, il a déjà 21 ans, mais il demeure malgré tout un prospect avec une marge de progression encore très grande. Et ça, en effet, ça s'est confirmé. Et je veux aussi en arriver là-dessus. C'est vrai qu'il faut bien comprendre que souvent, il y a une affaire de corrélation entre l'âge et le stade de développement. Mais, en effet, ce n'est qu'un élément de corrélation. Il n'y a pas de causalité. Et ce que je veux dire par là, c'est que, oui, en général, les deux sont un peu en miroir. C'est-à-dire que, plus t'es jeune, moins t'es avancé.
Ou alors, si tu es à tel stade de développement et que tu es beaucoup plus vieux, c'est pas rassurant, parce qu'on se dit, ah ben mince, ça veut dire que ça va jamais venir, parce qu'en effet, les améliorations de profil viennent souvent dans les très jeunes années, hein, au bout de 23, 24 ans, 25 ans, si t'es quand même à un stade un peu reculé, bon, on n'y croit plus trop, quoi. Et de facto, ça ne vient jamais. Donc, il y a un peu cet élément qui est intéressant à la draft, de toujours un peu regarder ça. Mais c'est vrai que mon point, c'est que parfois, on peut en arriver à se triturer un peu l'esprit, un peu trop, quoi. De dire, mince, lui, c'est un vieux prospect, il a 21 ans ou 22 ans pour des seniors ou des juniors, année numéro 3 de fac. Ouais, il a 22 ans, c'est vieux, alors que, tiens, un tel, il a 19 ou 20 ans, quoi. Et c'est un truc qui peut arriver parfois d'insister sur l'âge, parce que, comme dit, l'âge est quand même très fortement corrélé au niveau de développement. C'est un indicateur très intéressant. Et que, en vérité, oui, on pinaille beaucoup là-dessus, mais il y a des fois aussi, non seulement la corrélation n'existe pas pour tous les cas, corrélation c'est en général, mais tu peux avoir un cas comme Gobert qui a déjà 21 ans, donc assez tardivement, vu son développement de skills et physique, et pourtant, il y a encore plein de potentiel, comme ça s'est confirmé. Et tu peux aussi avoir le cas de mecs qui, en effet, très jeunes, il y a beaucoup de skills, et finalement, il y a un plateau, et ils n'arrivent pas à progresser, et donc ils restent au même niveau, qui était impressionnant pour 18 ans, ils restent au même niveau jusqu'à 21, 22, 23, et voilà, et ça se développe jamais au final. Et puis en fait, très simplement, le but est aussi d'avoir un bon joueur. Donc c'est bien de drafter le mec parce qu'il est plus jeune, oui, ouais, il est un peu plus jeune, plus de potentiel, etc. Donc, et plutôt que le mec a 1 an ou 2 de plus, sauf que si 5 ans plus tard, le mec avait 1 an ou 2 de plus, c'est un vrai joueur NBA, voire plus, et que l'autre qui était un peu plus jeune, il a pas réussi ou il s'est pas imposé, bon tu préfères lequel? Voilà, c'est un peu trivial, hein, mais on en parlera sur le cas de Lillard, je crois qu'on le fait bientôt d'ailleurs. Mais il y a des fois les prospects plus vieux, ouais, ils sont plus vieux. Enfin, si ça réussit, t'as un joueur NBA, quoi. Donc j'insiste un peu parce qu'il y a ce côté, on est un peu à cheval parfois dans le scouting sur l'âge, et que la corrélation n'est pas causalité. Et que même si ça peut être une règle un peu générale et un indicateur général à suivre, on est d'accord, c'est pas le cas pour tous. En plus d'ailleurs pour un pivot, vous savez que les pivots, il y a parfois une maturation qui vient plus tard que les joueurs un peu plus normaux, pour plein de raisons, notamment le travail athlétique. Et bon, on va y arriver, mais chez Gobert, il a été bluffant. Donc voilà, un mec comme Gobert aussi, c'est pas facile de bosser ce côté physico-athlétique quand t'es aussi grand, au final. Mais donc, il y a des exceptions. Gobert était un peu une exception de mince, c'est un prospect qui est un peu vieux, et pourtant, c'était pas un indicateur fort. Ça ne montrait pas qu'il y aurait pas de marge de progression. Tout au contraire, la progression en carrière a été assez bluffante pour le coup. Donc voilà, l'élément de corrélation est plus une marche à suivre dans la majorité des cas, mais pas un théorème mathématique de si on a ça, alors ça implique ça. Ça fonctionne pas comme ça. Mais d'ailleurs, au passage, ma phrase préférée sur corrélation et causalité, chaque personne qui confond corrélation et causalité finit par mourir. Voilà, j'adore cette blague, mais, mais bref. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en plus, on a ce côté où donc c'est un prospect entre guillemets un peu plus vieux, alors que le profil a l'air assez brut, mais en fait, il s'est assez rapidement imposé en NBA aussi. Ça, c'est ce qu'il faut quand même dire. Où en fait, dès le tout début, donc draft 2013, il joue déjà un peu en 2014, il joue aussi un peu plus en 2015. Alors, pour resituer en 2014, le Jazz, il y a un jeune Gordon Hayward, il y a Derek Favors qui a été récupéré aussi, qui était un ancien troisième choix de la draft 2010, échangé contre Deron Williams, donc c'est encore un potentiel, hein. C'est encore un mec qui est très jeune, Derek Favors. Il y a Enes Kanter, qui avait été aussi un top 3 de draft de la draft 2011, donc là encore un pivot à beaucoup gros potentiel. Je crois que c'est c'est l'époque où Al Jefferson est parti, du coup il va partir le même été. Al Jefferson se barre à Charlotte, je crois que Paul Millsap se barre aussi chez les Hawks, du coup alors c'était déjà parti, je confonds peut-être, mais il y a un côté en vérité où ça devient une équipe de jeunes, donc ça facilite aussi le fait que Gobert puisse de suite un peu prendre des minutes. Et ce qu'on constate, c'est que on est très loin de son potentiel maximum, tout n'est pas parfait. Enfin, il joue un peu, quoi. Il joue un peu par-ci par-là en 2014, mais surtout 2015. 2015, en fait, il passe de rookie 10 minutes par match, 45 matchs. Donc, tout de même avec l'équipe, on va dire. Pas non plus totalement exclu que en D-League, etc. Et 2015, on est à 26 minutes par match, 82 matchs. Voilà. Et donc là, et d'ailleurs, c'est vrai que j'avais oublié ça. Il finit top 5 au vote du Deep Boy. Je répète, Rudy Gobert qui donc avait 23 ans en 2015, il finit top 5 des votes du Deep Boy. Voilà. Alors que le Jazz est une équipe encore très 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 nulle, hein. On n'est pas encore sur le Jazz de plus tard d'un très bon Hayward qui va beaucoup gagner, etc. Le Jazz 2015, ils sont à 38 victoires, 44 défaites. Ils sont sur un bilan qui est négatif, hein, littéralement, et ils font pas les playoffs, voilà. Et pourtant, dans ce marasme, dans cette mauvaise équipe, Gobert était assez impressionnant sur ses flashs et sur ce qu'il montrait pour que
il y a eu des votes à ce point pour le Deep Boy. Et je me souviens aussi beaucoup du contexte de l'époque. Je crois que c'est Zach Lowe aussi qui était très chaud sur lui, qui était un peu, bon, faut dire que c'était un peu le seul à l'époque, hein, qui parlait un peu de tactique sur des gros médias, ESPN, The Ringer, etc. Mais il avait toujours son article hebdomadaire, oui, les trucs de la semaine qu'il fallait voir, etc. Mais c'est vrai qu'il était très chaud dans ses podcasts et dans les articles sur waouh, Gobert, en fait, c'est sympathique, quoi. Et comme dit, c'est pas que de la hype de un consultant par-ci par-là. 5e au Deep Boy en 2015, alors qu'il joue 26 minutes par match. Donc voilà, en fait, il y a ce côté où le potentiel était pourtant immense, alors qu'il était déjà un peu vieux comme prospect, et dans le même temps, il a aussi été assez impactant, presque de suite, quoi. À 22 ans, avoir déjà ce type d'impact, même si le grand public se souvient de Andrew Wiggins, rookie en 2015, qui le postérise, etc. Mais c'est déjà en fait un obstacle impressionnant en termes d'analyse de match, hein, d'image, mais ça a aussi été de suite, un darling un peu de toutes les stats qui mesurent l'impact défensif, et pas que les équations, pas que les modèles un peu qui font n'importe quoi, que j'aime pas trop, BPM et toutes ces conneries, mais en fait sur les stats de fréquence de tir au panier, efficacité au panier, voilà, les trucs qui mesurent l'impact directement sur le terrain. Et ben finalement là-dessus il a toujours été très bon dès le début, donc ça a été un peu une darling aussi de ça pour ceux qui ne voyaient pas beaucoup le Jazz, ou pour ceux qui n'y croyaient pas trop au niveau image. Il y avait ce truc de ah ouais, les stats ça pop quand même, hein. C'est que ça détonne un peu pour le coup. Et puis après 2016 il est titulaire à 32 minutes par match. 2017 Deep Boy carrément 17 ou 18 je sais plus, enfin bref, ensuite c'est lancé, quoi. Donc en fait vous voyez un peu ce paradoxe, je ne sais pas, mais en tout cas ce décalage entre oui, c'est un prospect qu'on annonce très brut, et ok, il faut bosser, mais long terme, la prise de masse, la vitesse de jeu, etc. Il a des faiblesses, et pourtant, le mec, en 2-3 ans, s'est imposé en NBA, enfin, presque facilement, quoi. C'est assez bluffant. Et d'ailleurs, il y a quand même 2-3 années, là, dans ce début 2010, où justement, Derek Favors, qui est un peu le gros lot que tu obtiens contre Deron Williams, qui a fait un caca nerveux à Utah, qui a fait virer Jerry Sloan, le coach depuis 30 ans, et donc tu obtiens Derek Favors, qui est un top 3 de draft, qui est un mec très jeune quand il se fait drafter top 3 2010, au potentiel, assez athlétique, grand, long, etc. Et pareil, donc de nouveau top 3 Kanter. Il y avait un peu de... Mais qui va être... Qu'est-ce que la raquette du futur, en fait, hein, entre Favors, Kanter, quand les vieux Jefferson et Millsap partiraient, il y avait un peu ce débat, et en fait, Gobert est arrivé, il a réglé le débat, quoi. Et moi qui étais un grand fan des deux, vraiment, Favors et Kanter, j'adorais les deux, et je suis un peu déçu de leur carrière, notamment Favors, un peu déçu que ça n'avait pas été mieux. Je pense qu'il y avait un vrai bon titulaire NBA, mais il était un peu anachronique dans son jeu, malheureusement. Il aurait dû drafter en 2020, et même Kanter, hein, pour le coup, qui est beaucoup moqué pour la défense, pour can't play Kanter, que dit son coach à OKC en 2017 en playoff, etc. Mais malgré tout, Kanter a été quand même un prospect de fou, quoi. Franchement, Kanter, il se fait drafter 10 ans plus tôt, c'est une star NBA à mon avis, en termes de post-up, c'est un mec qui était grand avec du toucher de fou. Enfin bref, j'aimais beaucoup les deux, et vraiment j'adorais les deux. Je pensais que les deux pourraient réussir ensemble, peut-être à une époque où on pense que le spacing ça peut passer avec Favors et Kanter, aucun qui shoot à 3 points mais à 2 points, et en fait il est arrivé, il a réglé le débat, et on a dit mais non, en fait c'est lui le pivot, du futur, merci bonsoir les autres, quoi. Et d'ailleurs Kanter se fait échanger, Favors fait une carrière de finalement backup de Gobert, soit un peu avec lui, soit sinon un peu backup, et pas plus, quoi. Donc voilà, c'est un peu notable, et j'insiste parce qu'il y a un côté, comme on dit à chaque fois, il n'y a pas de linéarité dans la progression des joueurs NBA, il n'y a pas de moule absolu, il n'y a pas un théorème sur l'âge versus skill set, il n'y a pas de progression proportionnelle, voilà, c'est un peu, ça varie. Et donc là, avec Gobert, on a ce clash entre l'idée que c'était un prospect lointain, et en effet, il a beaucoup progressé en 10 ans, 15 ans, et de l'autre côté, le fait que, en fait, il était tellement fort sur un truc qui est le truc le plus important en basket, la protection de panier, parce que le tir, le plus rentable, c'est le tir au panier. Donc si tu protèges le panier, t'es le mec le plus valuable de NBA après les créateurs offensifs. En fait, il était tellement fort de base sur ça que, malgré un profil pas encore parfait sur tous les autres points, il a de suite été bon, et de suite s'est imposé, quoi. Donc voilà, c'est un peu la carrière de Gobert, et puis la suite on la connaît évidemment, mais non, je voulais aussi insister sur un point: le travail athlétique. J'ai dit qu'on en parlerait, il faut qu'on en parle. Le travail athlétique de la part de Gobert est bluffant. Et justement, on peut mélanger un peu les deux, l'aspect athlétique et l'aspect de parcours NBA qu'on a raconté. Mais il faut se rendre compte que le Gobert d'aujourd'hui, c'est absolument une version incroyable. Je suis même pas sûr qu'on pouvait l'imaginer, la version physico-athlétique de Gobert de 23, 24, 25, quoi. C'est absolument bluffant de voir qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui. Mais à l'époque, au Jazz, quand il commence à émerger, 2015 notamment, c'est un mec qui est très grand, très long,
mais bon, qui est toujours un peu pâteau, hein, de la manière dont tu l'es décrit dans l'article. Hein. Il est pâteau, il est pas très coordonné en termes de mouvement, le centre de gravité est très haut, bon ça va pas changer. Mais je veux dire, c'est un mec un peu lourdeau, on va dire, jusqu'à peut-être fin des 2010 pour moi. Le tournant est peut-être autour de 2020, où j'ai le souvenir de match en 2020, où il y a des actions quand même assez spectaculaires en termes de mouvement dans le périmètre. Mais avant, c'était un mec qui était dominant, mais parce que dominant au panier. Après, le jeu, c'est aussi de plus en plus ouvert en NBA, et c'est quand même admirable de voir à quel point lui aussi, son travail athlétique s'est fait là-dessus, et que presque, je vais peut-être un peu exagérer, mais franchement pas tant que ça, mais pour moi la version 2017 ou 18 qui est déjà Depoy de Gobert, elle est à des années-lumière et très différente de la version qu'on a connue sur les 2020 et notamment un peu plus récemment là, où il fait des switches, il est capable de faire des close-out dans le périmètre, ça n'a rien à voir, vraiment rien du tout. Et j'insiste parce que il se fait beaucoup vanner, Gobert, alors pour plein de trucs, sur le terrain, hors terrain, tout ce que vous voulez, mais il se fait beaucoup un peu vanner pour l'attaque, notamment et pour la défense, on dit il est juste grand. Alors, oui, il est grand, mais comme dit aussi, tous les grands ne font pas carrière. Hein. Tous les Lucas Nogueira ne s'est pas imposé en NBA. Walter Tavares, je crois que c'est l'année d'après, il se fait pas non plus carrière en NBA. Alors, il fait une bonne carrière en Europe, mais il s'est pas imposé en NBA. Et pareil, Tavares, c'est un mec immense, très long. Mais premièrement, il faut pas que être grand pour réussir. Et deuxièmement, quand on est grand à ce point, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est incroyablement dur de parfaire la condition physique. Et que c'est peut-être pas pour rien si d'ailleurs Gobert a mis toutes ces années et qu'au début c'est juste un peu une tour de protection de panier et que c'est que tard dans sa carrière au final qu'il y a cette mobilité qu'on a vu apparaître. C'est peut-être pas pour rien, mais parce que c'est incroyablement dur pour un grand de bosser ce genre de choses, quoi. Et que, en fait, nous, ça nous paraît simple, nous simples mortels qui faisons 1m70 ou 80 ou ce genre de choses. Mais en fait, quand tu fais, alors je sais pas combien, il fait quoi? Il fait 6, 5, 6, je sais plus combien ils ont dit. Mais enfin bref, avec sa taille de pivot immense, il y a une question de coordination et d'équilibre qui est pas pareil. Parce que certes, le panier est le plus haut, donc tant mieux pour eux. Mais en fait, la gravité aussi. Et la gravité, bon, on va pas faire des cours de physique aujourd'hui, ou de physique newtonienne. Mais en fait, c'est la hauteur et la masse et tout ce genre de choses, ça compte, quoi. Et quand ton centre de gravité est aussi haut et que tu dois trimballer dans autant d'espace une carcasse aussi grande, c'est pas si facile que ça d'être coordonné. C'est même beaucoup plus facile de l'être quand tu es un tout petit, d'où l'avantage de certains tout petits, Ty Lawson, Isaiah Thomas, ou des mecs comme ça, et des grands, pour arriver à un tel niveau de coordination auquel il est aujourd'hui, c'est extrêmement dur, et c'est assez bluffant ce qu'il a fait. Le travail athlétique de Gobert en carrière, je trouve, est fantastique, vraiment. Et au passage, Wemby, par exemple, a la chance d'avoir de base une certaine fluidité en plus innée, on va dire, ou alors peut-être parce qu'en grandissant, elle a aussi développé ça différemment, là où peut-être un Gobert a grandi de suite très vite et que, enfin bref, je sais pas, ça je connais pas trop le background de Wemby, mais Wemby de base part avec plus de fluidité, d'agilité, parce que plus léger aussi, pas aussi costaud que Gobert, mais même lui, le travail athlétique qu'est en train de faire Wemby, vous prenez un peu l'année numéro 3 actuellement, comparé à son année rookie, pour moi il y a une différence qui est notable. Et c'est pas pour rien si on dit à chaque fois pour tout type de joueur, pas que pour les pivots, mais pour tout type de joueurs, par exemple les drivers, on dit oui, il faut qu'ils descendent son centre de gravité pour être plus proche du sol, pour mieux driver. C'est pas pour rien qu'on dit oui, Butler ou James Harden, ils descendent le centre de gravité pour avoir leur niveau d'épaule plus bas que le défenseur pour ensuite avoir le leverage. C'est qu'en fait, ça compte d'être plus proche du sol. Parce que plus t'es proche du sol, plus tu as ce contrôle, évidemment, déjà tu es plus rapide peut-être, et plus ce contrôle aussi en termes de coordination, en termes de mouvement, d'équilibre en mouvement, etc. Et donc à l'inverse, plus tu es grand, plus ton centre de gravité est haut, plus c'est compliqué. Donc là-dessus, je pense que c'est un des meilleurs travails athlétiques qu'on ait jamais vu, enfin qu'on ait vu au moins depuis 10-15 ans en NBA, quoi. Le Gobert qui a réussi à développer tout ça, c'est bluffant, d'autant plus quand on voit de où il partait. Et qu'aujourd'hui, alors je vais pas dire que c'est l'athlète le plus fluide qu'on ait, mais c'est un athlète absolument bluffant, qui est relativement vif pour sa taille, qui est hyper mobile, qui peut faire des changements de direction, qui peut coulisser très bien, qui peut sortir dans le périmètre, qui peut faire des edges, qui peut switcher aussi. Enfin, c'est quand même une évolution qui est hyper marquante de ça. Et là encore, ok, il y a un peu la blague de oui, mais en 2017, il s'est fait avoir par Curry sur une isolation, et il l'a littéralement retourné, et feinte d'un côté et je pars de l'autre. Bon, alors déjà, premièrement, c'est pas choquant qu'un pivot se fasse retourner comme ça par le meilleur joueur du monde à l'époque, ou pas loin, ou par un dribbleur de cette qualité aussi, Stephen Curry, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi arrivé à d'autres. Allez voir le highlight, il fait pareil à Kawhi Leonard, par exemple. Bon, je suis pas sûr qu'on ait dit ensuite de Kawhi Leonard qu'il était pas capable de tenir des switches, notamment. Et puis troisièmement, comme dit, la version de Gobert qui se fait un peu retourner comme ça par Curry, c'est pas la version de 2023, 24, 25, quoi.
ou même 2022, à l'époque, sa dernière année au Jazz, c'est pas le même joueur. Donc déjà à l'époque, c'était pas choquant. Et ensuite, aujourd'hui, il est meilleur. On a vu une série de playoffs où, en 2024, finale de conf contre Dallas, ça ne switchait pas. Mais c'est pas de sa faute. C'est parce qu'on peut pas pratiquer un switch-all avec Karl Anthony Towns et Mike Conley. Qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Où il y a Towns qui est parti, on a Randle qui peut switcher, et Mike Conley a perdu sa place, et donc c'est beaucoup plus de DiVincenzo ou d'autres mecs qui prennent la place. Ah bah tiens, on commence à pratiquer du switch-all face au même joueur, Luka Doncic, playoff 2005 contre les Lakers. Ah mais mince, ok, il se fait battre parfois parce que, c'est Luka Doncic. Mais ça tient très bien. Ça tient plutôt bien, pour le coup. Gobert en switch all face à Doncic. Bon, modulo, comme dit, il peut pas, c'est pas tout blanc tout noir. Il peut pas tout arrêter ou alors se faire avoir à chaque fois. Mais même si Doncic l'a quand même eu quelques fois, pour le coup, c'était pas mal du tout, ce côté switch all de la part des Wolves, qui a en plus permis d'autres trucs tactiques. Mais bref, ça, c'est, je trouve, le truc à souligner. Bref, et sinon, un autre point assez important dans son cas, dans Gobert, l'évolution, on va dire, en carrière, par rapport au scouting report, c'est que, en vérité, en termes d'archétype de joueur, le Gobert de NBA et le Gobert d'Ipoy, finalement, il est très similaire. Bon, hormis la mobilité, on l'a dit, la mobilité, il a acquis ça sur le tard, mais il est finalement très similaire au Gobert Scouting Report 2013, quand il était encore en France. Et c'est vrai que dans cette série, vous voyez bien qu'il y a un peu deux types de joueurs, c'est-à-dire qu'il y a les stars qui sont devenus stars de par l'acquisition de force qu'ils n'avaient pas avant. Anthony Davis, défenseur qui a acquis le dribble, le drive, le post-bas aussi en partie, les turnaround jumpers, le pick and pop à 2 points, etc., etc. Le passing aussi, qu'on a plus vu, et ainsi de suite. Il y a du Joel Embiid aussi, Joel Embiid qui a un bon post-up, mais qui développe le jump shot, notamment le face-up, le pull-up, et ainsi de suite. Donc il a acquis des outils qu'il n'avait pas, et c'est comme ça qu'il est devenu star en grimpant en valeur. Paul George aussi, un peu comme ça. Bien sûr, le développement un peu de toute cette création offensive qui était pas top à Fresno State. Kawhi Leonard aussi. Bon, Kawhi est peut-être le meilleur exemple il devient star parce qu'il apprend à faire des trucs en plus. Voilà, qu'on n'avait pas vu, qu'il n'existait pas au niveau de la fac. Il apprend à faire des trucs en plus. Donc ça, il y a le premier moule qui est comme ça, moule de joueur, archétype de star. La star qui devient star en développant des outils supplémentaires. Et puis après, il y a le deuxième versant, on va dire. C'est plutôt les joueurs qui deviennent stars, non pas en ajoutant des outils qui manquaient, mais à peu près le même type de joueur, mais juste en améliorant les forces déjà présentes. Donc il n'y a pas une réorganisation de force-faiblesse, et Gobert c'est un peu ça. Pour moi, Gobert c'est un peu ça. On a parlé de Ja Morant hier aussi, c'est pareil. Alors ça peut être aussi vu comme une déception pour Ja Morant, qu'il n'ait pas acquis le pull-up à 2 points, voire le 3 points aussi, la défense alors qu'il y avait un potentiel. Bon, ça peut être une déception, mais il y a aussi ce truc, ce constat de, finalement, non pas en termes de niveau de jeu, mais de répartition force-faiblesse, l'archétype de joueur. La version freshman à Murray State en 2018 et la version qu'on a en 2022 qui éclabousse la NBA de tout son talent, c'est pas si différent que ça. C'est un driver très bon, qui a du playmaking en mouvement, créateur de chaos, et ainsi de suite. Et finalement, il y a un côté où il est devenu star en poussant ses forces à un niveau, pas juste fort, mais fort, très très fort, excellentissime, élite, et ainsi de suite. Et Gobert, c'est ça. Gobert, c'est, d'un côté, on peut voir le verre moitié vide, c'est dommage qu'il n'ait pas développé l'attaque, et en effet, l'attaque, rien n'est venu quasiment. Après, on a ce constat très simple aussi ça n'a pas changé de moule de joueurs, mais il faut bien dire que les forces qui sont rares, mais qui sont les siennes, il les a poussées à un niveau, comme dit, all-time. Je pense qu'on a sans aucun doute un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Autant, je peux comprendre certains qui critiquent, parfois je trouve un peu à l'excès, l'attaque, ok, ou même ceux qui, peut-être c'est votre cas, qui pondéraient pas, pareil que moi, par exemple, sur l'aspect de oui, mais en fait l'attaque est tellement déficitaire que on ne peut pas dire que la valeur générale est aussi haute. La valeur offensive fait tirer vers le bas, malgré la bonne défense, on veut bien te croire, mais l'attaque est trop handicapante pour ça. Donc ça, à la limite, je peux être d'accord, en tout cas, je peux comprendre ce truc-là, le côté où tout le monde n'a pas la même valeur globale, générale de Gobert, parce que attaque et défense. Par contre, c'est vrai que sur la défense en elle-même, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, en tout cas j'espère, sur le fait qu'on a affaire à un des meilleurs défenseurs de l'histoire, sur la protection de panier notamment, qui est la force principale, même si par la suite on a eu des trucs en plus, mais voilà, j'ai dit, c'est un mec qui a 22 ans au Jazz 2015, qui est nul, il est 5e au Depoy, bon, il devient Depoy très rapidement, il aurait pu dû d'ailleurs, je sais pas, il aurait pu en choper plus que ça, des défenseurs de l'année. Ça aurait pas été choquant qu'il en ait 5 ou 6 pour le coup, parce que c'est depuis, on va dire, 2017, c'est le meilleur défenseur de la raquette de NBA. Donc là, on est en 26, donc on approche quand même à une petite décennie de domination c'est le meilleur protecteur de panier de NBA. Bon, maintenant il y a Wemby, mais Wemby est aussi un cas à part. Moi, je pense que j'ai encore Gobert un chouïa devant pour l'instant, mais bon, c'est pas le débat.
Mais voilà, on a quand même sur 10 ans de domination. Et d'ailleurs, c'est un des meilleurs, ce qu'on pourrait appeler suppresseurs de tir au panier. C'est peut-être pas très joli de dire comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'ils appellent ça en anglais. C'est-à-dire, quand il est sur le terrain, la fréquence de tir au panier, elle baisse. Or, c'est aussi le point là-dessus. Pourquoi est-ce il a autant de valeur pour moi? C'est que le tir au panier est le tir le plus rentable. Et plus généralement, aller au panier, se trouver dans la zone géographique du panier, c'est le truc le plus important parce que c'est là que tu es au cœur de la défense, c'est là que toutes les passes sont disponibles, les tirs aussi les plus proches, etc. Et donc en fait, si tu es l'homme qui peut stopper le tir le plus rentable du basket, finalement, tu as beaucoup de valeur, quoi. Et donc derrière le rôle de créateur offensif, pour moi, il y a le rôle de rim protecteur qui est le truc le plus important de NBA. Et donc lui, il a ça. Donc le suppresseur ultime de tir au panier, quand il est là sur le terrain, la fréquence de tir au cercle baisse, mais en plus, pas que. C'est-à-dire que quand les mecs tentent tout de même le tir face à lui, il faut aussi baisser l'efficacité. C'est un des meilleurs depuis, pareil, 10 ans. Hein. Et comme dit, même quand il jouait 20 minutes par match à Utah ou 26, et même quand il jouait 10 minutes par match par flash en 2014 en tant que rookie, on voyait que les chiffres sur un petit échantillon sont quand même sympas, quoi. Donc ça a toujours été ça. Bref, on va pas en faire plus sur ce côté défenseur all-time. Juste anecdote, mais que vous connaissez sans doute si vous êtes auditeur régulier du Basket Lab. On a beaucoup parlé de Gobert. Il y a un côté où, déjà, premièrement, le fait que finalement, on a beaucoup parlé de l'attaque avec Gobert, on va en parler là. On a beaucoup parlé de l'attaque avec Gobert, mais en fait, quand ils se font éliminer en 17 et en 18, c'est contre les Rockets 18, équipe all-time qui aurait dû être championne ou qui aurait pu être championne, calibre champion, et les Warriors 17 de Curry et de Durant surtout. Déjà, c'est pas la honte de tomber face à eux, et surtout, on voit que sur ces campagnes de playoff, au début, c'est pas l'attaque qui coince chez le Jazz, c'est la défense, et même plus que ça. Il y avait un peu cette légende de au final, le Gobert c'est très bien, mais une fois qu'il arrive en playoff, la mobilité, il peut pas switcher. Il peut pas switcher, et donc c'est ça qui fait qu'il est puni par Curry, il est puni par Harden. La vérité, c'est que en fait, c'est pas très vrai en fait. c'est pas très vrai. Les soucis, alors au-delà du fait qu'ils pouvaient pas trop gagner contre ces équipes de base, les Warriors et les Rockets, en fait, on remarque que les defensive ratings, ça tient très bien la route sur ces années-là en playoff. C'est pas du tout la défense le problème. Le problème, c'est que les itérations du Jazz du début, c'était des équipes très défensives, Ricky Rubio, ce genre de profil autour de Gobert, avec que Mitchell, le créateur, on en a déjà parlé. Et donc en fait, c'est l'attaque qui coinçait contre ce genre d'équipe, contre ce genre de défense, la défense des Warriors, la défense des Rockets ou d'autres trucs. Mais sur toutes les autres séries de playoff, en fait, et même contre eux, la défense avec Gobert, elle tenait, premièrement. Et donc ensuite, Utah change un peu d'équipe, c'est plutôt une équipe offensive. Et donc là, ils font des meilleurs offensive ratings de la ligue, avec plutôt Mike Conley, avec Joe Ingles qui arrive par là, qui prend plus de temps de jeu, Royce O'Neal, avec j'en oublie du coup Bogdanovic, évidemment, pardon. Ils font, même 2021, c'est leur prime, ils arrivent meilleure attaque de NBA, ils mettent tous les tirs, et ainsi de suite. L'attaque et l'équipe ne tient que parce qu'il y a Gobert qui, entre guillemets, à lui tout seul, tient la baraque. Alors, ça s'effondre en playoff, mais la défense s'effondre, mais pas lui, parce qu'il n'y a pas la défense off-ball pour compenser les aides de Gobert, quoi. Donc il y a ça aussi comme déjà premier accomplissement, le fait qu'on a un mec qui en fait a pu tenir quasiment à lui tout seul une équipe avec beaucoup d'attaquants qui étaient déficitaires en défense et que ça marchait. On avait une équipe qui était d'élite, même si elle n'a jamais allé en finale NBA. Et puis ensuite il va aux Wolves, et en fait aux Wolves on se rend compte que oui, alors ok, en fait c'est un collectif. C'est un collectif. En 25 d'ailleurs, il n'a pas eu le Depoy l'an passé, alors qu'en 24 il avait eu, parce que le narratif n'était pas autant avec lui, peut-être. Et il y a un côté où, oui, mais en fait, le crédit n'est pas à donner que à lui, parce qu'en fait c'est un collectif, tout le monde est fort aux Wolves. Et ça c'est vrai. C'est vrai que l'équipe est très forte. Donc il y a moins ce côté comme au Jazz, c'est lui qui a un on-off défensif, avec et sans fabuleux, parce que la valeur vient que de lui, presque. C'est vrai. Néanmoins, on remarque que même dans ce contexte où il n'y a que des défenseurs d'élite, Gobert a un on-off, donc le avec et sans lui est absolument marquant, fantastique, et même c'est un score d'élite. On est à plus 8 ou plus 9 points par 100 possessions d'écart, je crois, avec et sans lui l'an passé. Alors que, en général, dans une équipe à ce point talentueuse, prenez OKC, prenez plein d'autres équipes, il n'y a pas forcément tout le temps un défenseur transcendant, parce que la valeur vient du fait que tu as 5, 6, 7, 8 profils défensifs. Et donc tout le monde a un peu des scores de avec et sans assez banal, mais ce qui paraît logique, quand tu fais sortir Chet, mais qui est encore Hartenstein, Chet va pas avoir un on-off de fou parce que le backup est génial, ou vice-versa. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que même dans une équipe à ce point élite, Nickel Alexander-Walker, Dante DiVincenzo, Randall qui arrivait, qui peut switcher beaucoup mieux qu'un Karl Anthony Towns, Edwards, McDaniels évidemment, enfin, c'était la folie. Et pourtant, là-dedans, Gobert arrive tout de même à se démarquer. Donc, bref, défense all-time, on a déjà beaucoup parlé de ça, mais laissons ça de côté, protection de panier, le switch qui est arrivé, et patati et patata. Bref. Par contre, c'est vrai que l'attaque n'est pas venue. L'attaque, quasiment rien n'est venu après. Est-ce que c'est une déception ?
peut-être. Mais y avait-il vraiment le potentiel pour que ça vienne? Ça, c'est peut-être la question plus intéressante pour moi. Parce que c'est vrai qu'au niveau à la lecture de cet article de 2013, je trouve le portrait un peu flatteur. Notamment, il y a 2-3 trucs, je me dis, ah ouais, c'est un peu plus élogieux que j'aurais dit à l'époque. C'est-à-dire que, notamment, moi, l'aspect de catch and finish, bon, je pense qu'il est élite en France sur le catch and finish et sur le côté donc finition au panier, rollman, etc., pick and roll, mais aussi peut-être parce que le niveau de compétition est pas celui de la NBA et qu'au contraire, moi, je trouve que justement, et même précisément en NBA, Gobert, c'était sympathique, c'est même bon, voire très bon, en niveau de la finition au panier, de catch and finish, pick and roll roulé au panier, les passes lobées, etc. Ok, ça n'a jamais été élite. Ça n'a jamais été élite. L'aspect notamment d'explosivité, je pense qu'un mec comme Anthony Davis était largement meilleur, et même encore, mais parce que Davis a une vivacité pour plonger au panier vite, il a une explosivité, un pop vertical qui est monstrueux, avec en plus d'aussi des bras assez longs, j'allais dire tout aussi longs, non, mais des bras quand même longs, etc. Donc Davis, pour moi, c'est l'élite. Davis, c'est 10 sur 10. J'ai toujours trouvé que Gobert, on était plus sur un 8 sur 10 peut-être. Alors, ça change pas de beaucoup, mais 7 sur 8, 8 sur 10, 7 sur 8, 8 sur 10 ou 7 sur 10, quoi. Un peu ce truc-là, mais jamais vraiment élite. Je pense que le différentiel de compétition marque un peu, et que là, on n'a pas trop vu le manque d'explosivité. Alors, même s'il en parle, hein, il dit oui, il n'est pas explosif. Je pense que ce manque d'explosivité se voit parfois en NBA. C'est pas le mec je trouve pas qu'il mette une pression au panier comme des Davis, comme des Gafford, comme ce genre de mecs. Parfois même des mecs un peu plus petits, mais explosifs, et qui vont plonger au panier agressivement. Je trouve qu'il n'y a pas cette même gravité de rollman, gravité de rouleur au panier, pour le dire mochement en français. Et puis l'autre aspect, c'est les mains. J'avoue que j'étais étonné de lire que, donc apparemment, Givony dit qu'il a des soft hands, il a des bonnes mains, des mains légères, des mains souples à l'époque. Ça, pour le coup, ça s'est pas trop confirmé en NBA. C'est même un peu le problème, c'est qu'il a pas de bonnes mains, pour le coup. Et que, alors, déjà, en dehors du dunk et du pick and roll, où tu le lances pour l'alley-oop, pour le roll, c'est compliqué. Il y a pas de push shot autour du panier, il y a pas de hook shot, il y a pas tout ça. Mais même en plus, même sur le pick and roll en soi, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que Gobert n'est jamais mieux optimisé qu'avec un passeur comme Mike Conley, qu'il connaît bien d'ailleurs, au Jazz, puis aux Wolves. C'était toute la différence entre D'Angelo Russell et Mike Conley. Mike Conley, il lui donne des passes en l'air, en fait. Et qu'il y a un côté où, idéalement, et même presque que par ça, tu ne peux passer que par ça, par lui balancer des ballons un peu en l'air, comme ça, il les finit directement. Alors que le symbole de ça a été un peu le passage avec Russell, qui est un passeur un peu différent de pick and roll. D'Angelo Russell, il aime bien les pocket pass. Pocket pass, c'est, vous savez, la passe à terre qui rebondit, hop, et qui va ensuite trouver Gobert. Et les passes à terre, le problème, c'est qu'elles arrivent, du coup, le ballon arrive non pas à hauteur de bras tendus en l'air et t'as juste à rabattre le ballon. Les pocket pass arrivent à hauteur de la taille de Gobert. Et c'est même là-dessus où je pense que le côté bonne main ne se confirme pas du tout, même c'est l'inverse, parce que Gobert, tu lui donnes des ballons un peu à hauteur de hanche où il doit lever le ballon lui-même, où il doit, pas juste le rabattre, c'est compliqué. Compliqué pour les mains, c'est compliqué pour la coordination, donc c'est pas idéal ça. Il peut le faire une fois de temps en temps, évidemment, on est d'accord. Mais il y a un côté où c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui d'aller exploiter ces ballons qu'il reçoit vers le bas. Donc, la question des mains, je pense que c'est peut-être là-dessus où je pense que le potentiel n'existait peut-être pas vraiment, en un sens. Et d'ailleurs, vu qu'on parle des mains, c'est un peu lié, mais le toucher, je pense que le toucher, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Alors, là encore, 70% de réussite au lancer franc. Je ne suis pas allé regarder l'échantillon, mais une saison, on va dire, saison 2013, il dit oui, bon indicateur, hein, 70% au lancer franc. En effet, c'est pas mal. Mais bon, apparemment, l'échantillon n'était peut-être pas fiable, parce que c'est vrai que Gobert en NBA, on voit que le toucher de balle est un problème, est un vrai problème. Donc, un toucher attendez, je vais quand même vérifier au niveau des lancers francs, je peux vous dire le chiffre exact pour être précis. On est à 63%, 64% lancers francs. Bon, c'est quand même plus moyen, et avec des saisons où il est quand même moins bon. Bref, donc 64%, c'est pas bon du tout. Et même, disais-je, sur le jump shot, il n'y a rien qui est venu, mais parce qu'il n'y avait pas ce toucher de base, quoi. Et que ce toucher, on peut le voir aussi jump shot, mais aussi les hook shots, les push shots, hein, tout ce que je racontais, quoi. Donc là-dessus, je pense que le toucher est un peu le gros point noir. Et bon, on va pas rentrer sur les détails de comment est-ce que tu développes le toucher, etc. Mais il y a un côté, il faut que tu le développes très tôt. En général, tu ne peux pas le développer sur le tard, le toucher de balle. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Parce que quand tu étais plus jeune, t'as bien bossé ça, de manière un peu innée. Enfin bref, à la limite, on s'en fiche, mais grosso modo, il l'avait pas. Et donc pour moi, c'est là-dessus où ça devait mettre à l'époque un espèce de plafond. Et se dire, oui, on peut développer peut-être un jump shot, on peut développer des moves au poste bas. Moi, peut-être que c'est facile aujourd'hui de le faire a posteriori.
Mais j'avoue que c'était pour moi un plafond de... Bah non, de toute façon, il y aurait une limite claire en attaque parce qu'il n'y a pas la qualité de base, il n'y a pas la qualité fondamentale qui est se doiter, se toucher, quoi. D'ailleurs, le post-up, bon, on a parlé du fait qu'en défense, et le travail athlétique a été bluffant chez lui, de coordination, etc. Toujours noter la différence coordination, athlétique, équilibre, tout ce genre de choses, avec ballon et sans ballon. Voilà, ça c'est... Bon, je vais pas taper sur Wiggins aujourd'hui, je vais taper sur Kenneth Farid, hein, qui est à chaque fois je parle de lui, mais Kenneth Farid, athlète fantastique, un des meilleurs de NBA dans les 2010, hein, Kenneth Farid. Par contre, tu lui donnais un ballon, bah, les qualités athlétiques étaient plus fonctionnelles. Il savait pas dribbler, il savait pas. Du coup, le premier pas était plus explosif parce que mince, si je pars trop vite et j'oublie la balle, ce genre de choses. Donc, toujours noter la différence avec et sans ballon. Donc, déjà que de base, il n'était pas coordonné parce que être coordonné avec de telles tailles et de tels membres aussi grands, aussi lourds à bouger dans l'air, bon, c'est compliqué, hein, pour le coup. Il a amélioré largement ça, mais pas avec ballon. Donc, on retrouve aussi ce côté où c'est un des problèmes du post-up ou du drive ou de toute création offensive. Avec la balle, il n'est pas coordonné parce que le dribble, il n'a jamais développé, mais en même temps, avait-il vraiment besoin de le bosser ? On peut toujours rêver, on peut toujours dire oui, mais est-ce que LeBron aurait dû bosser pour être un shooter à 40% dès 2008 ? Oui, on peut. Bon, après, il y a aussi la réalité des faits et que le temps aussi est une quantité finie. Je pense que Gobert a aussi passé beaucoup de temps à développer tout ce qui est défense, tout ce qui est compréhension des défenses, le timing, tout ce qui est qualité athlétique, on l'a déjà dit. Voilà. Donc au final, il n'a pas bossé le dribble, peut-être, mais au final, on a ce côté où la coordination avec ballon est inexistante parce qu'il a peut-être pas travaillé jamais. Et on a ce zéro offensif, quoi. Donc ça, c'est un des problèmes du post-up aussi. Pas que le drive, mais post-up, c'est qu'avec la balle, il n'est pas coordonné, alors qu'on a dit que sur des close-out et sur des switches, il l'était assez coordonné dans l'espace. Pour son gabarit, c'est assez bluffant même. Et puis après, il y a aussi un autre truc dont on parle peut-être pas assez dans le post-up, c'est le centre de gravité. Et le fait que, en fait, c'est pas aussi simple que, oui, il faudrait que tu arrives à le bosser. Oh, c'est la honte, il a fait 10 ans de carrière, il a toujours pas bossé le post-up. Ah, c'est la honte, parfois on peut switcher des petits sur lui, il n'arrive pas à les punir. Oh, il est pas agressif, il manque de dureté, il a pas le mental, il est soft, il a jamais bossé. Peut-être, mais moi je pense pas. Je pense qu'il y a aussi une donnée du problème. Et là encore, en fait, y avait-il un potentiel pour ça ? Y avait-il des possibilités ? Il faut bien se rendre compte que quand on est aussi grand, le centre de gravité est très, 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 très haut. Et attention aussi à pas prendre l'anomalie, Wemby, comme la norme, pour le coup. Et même Wemby a ce genre de problème. Même Wemby, avec un centre de gravité aussi haut, la faiblesse de son profil, c'est t'as beau être mobile et avaler une quantité de terrain absolument gigantesque, tu peux te faire avoir sur des changements de direction. Quand t'es face à Jalen Brunson, quand t'es face à Curry, qui te font un changement de direction, un crossover, tu peux te faire avoir parce que le centre de gravité étant aussi haut, pour changer de direction assez rapidement, c'est compliqué. Alors que, comme dit, les petits, c'est pas pour rien que les Ty Lawson ou les mecs comme ça change de direction très vite parce qu'ils sont très proches du sol. Donc ça, c'est à mon avis un point un peu sous-estimé. Avait-il vraiment le potentiel pour être quelqu'un qui peut punir les mismatchs au poste bas ? On aurait souhaité, ça aurait peut-être changé grandement son jeu et la complexité de son jeu et pourquoi pas du Jazz et de ses équipes, peut-être. Après, je veux dire, c'est pas qu'un manque d'envie, c'est pas qu'un manque de travail, c'est pas que il est soft quand Dallas switch un Jalen Brunson sur lui en playoff et qu'on dit, mince, il n'arrive pas à le punir. Il n'arrive pas, mais vous voyez, c'est un peu le cas d'autres. Hein. C'est le cas de Porzingis aussi, qui est très très grand, qui a un centre de gravité aussi haut. Et c'est aussi pour ça que Porzingis, il a une meilleure cote aujourd'hui avec le passage à Boston. Mais avant le passage à Boston, on disait, oui, mais pourquoi tu punis pas les petits en enfonçant en poste bas ? Mais parce que quand tu as un centre de gravité aussi haut et que le petit, il a son centre de gravité qui est littéralement 1 mètre plus bas, tu peux pas l'enfoncer. Ou alors tu fais faute, enfin bref, c'est très compliqué. Et donc Porzingis, pendant longtemps, il a eu ça aussi. Le côté, pourquoi tu prends des pull-ups ou des face-up jumpers par-dessus un plus petit plutôt que l'enfoncer ? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Et voilà, des cas comme ça de centre de gravité très haut, ça existe. Et voilà, je dis, Wemby n'est pas, malgré le côté alien et anomalie de Wemby, il est lui aussi sujet à ce genre de problématiques dans plein de domaines. Hein. Le poste bas, on le voit jamais faire des coups d'épaule et enfoncer des petits non plus, des mecs de sa taille ou des petits non plus. Donc là aussi, centre de gravité, en défense pour les changements de direction, et puis même pour le dribble. Hein. Le fait d'avoir une taille aussi haute et un centre de gravité aussi haut, c'est compliqué. Année numéro 1 et numéro 2 pour Wemby, c'était compliqué de descendre bas sur les appuis et d'avoir donc un dribble plus proche du sol. Et donc le dribble était vulnérable. Bref, donc il y a ça. Effectivement, le post-up n'est pas venu, mais pouvait-il venir ? Le toucher, on en a déjà parlé. Et le tir aussi, j'ai parlé un peu de à quel point le toucher, il y a un peu d'inné là-dedans et de développement quand tu es jeune, qui donc devient de l'inné quand tu le développes très jeune. La mécanique des tirs, c'est un peu pareil. Et le jump shot, donc non seulement il n'y a pas le doigté et le toucher pour mettre les tirs, mais il n'a pas non plus jamais bossé la mécanique. Or, le jump shot étant une question de mémoire gestuelle, vous le savez,
le prospect de 21 ans qui avait jamais tenté de jump shot, aussi parce que c'est l'époque, hein. Peut-être que Gobert qui arrive qui naît 15 ans plus tard, peut-être que si Gobert il a 15 ans aujourd'hui, peut-être qu'il grandit en prenant plus de 3 points, que ses coachs j'allais dire de high school, de lycée, de minime, de benjamin, ils sont moins à cheval là-dessus. Peut-être qu'en grandissant pareil, peut-être qu'à l'INSEP, il prend des 3 points, un peu plus, ou des pick and pop à 2 points, ce genre de choses. Et que je dis pas qu'on aurait eu quelqu'un de fantastique, mais si le mec qui bosse ça depuis qu'il a 8 ans, 9 ans, et qu'il a un peu le feu vert, parce qu'aujourd'hui c'est accepté, peut-être qu'on se retrouve au niveau de la draft quelques années plus tard avec un mec qui a un peu plus de toucher, parce qu'il a bossé ça, et puis aussi par ce côté mécanique de tir. Mais je veux dire, là encore, à quel point y avait-il vraiment un potentiel sur la mécanique de tir, sachant qu'il avait jamais bossé ça, que c'était pas une priorité, qu'il y avait aussi un plafond limité, même s'il le bossait, et donc ça ne pouvait pas venir, ça peut jamais venir. Tu n'inventes pas un jump shot, quoi. Je sais que certains parfois peuvent l'espérer, mais par exemple, c'est pareil pour Ben Simmons. Pendant quelques temps, au début, des gens disaient oui, il suffit qu'il rajoute un jump shot. C'était impensable, c'était inimaginable. Parce que Ben Simmons, n'ayant jamais développé cette partie-là, il n'a pas la mémoire gestuelle d'avoir déjà tenté dans sa vie 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 jump shots déjà, avec le geste bien ancré dans sa mémoire, l'exécution un peu automatique. En fait, il n'a pas ça. Et donc Ben Simmons, non. Pour moi, ça paraissait évident à l'époque, parce que c'est pour ça que j'étais un peu plus bas sur Ben Simmons. Je pense qu'il n'y avait pas la carte qui existait de oui, mais s'il développe un jump shot. En effet, il n'a pas pu, il l'a jamais fait. Il a peut-être aussi jamais voulu. Il aurait dû le faire plus tôt. Mais Gobert encore pire, quoi. Donc voilà. Et puis quand même le dernier point. Dernier point, c'est le passing. Et ça, c'est le seul point du scouting report qui s'est amélioré. Givoni parle du fait que oui, en fait, il est pas très bon en termes de prise de décision et même de passing en mouvement ou même depuis une position un peu statique, hein, dès qu'il a la balle entre les mains. Ça, pour le coup, c'était le cas au début et pendant assez longtemps. Mais je trouve que autour de 2020, 2021, on a commencé à le voir faire des passes de short roll, pardon. Et donc, en fait, de développer un peu ce côté passing. Et qu'au début, en effet, il y avait un peu le côté poulet sans tête. Il faut jamais qu'il touche la balle, ni pour créer pour lui, ni pour passer. Et que petit à petit, vers la fin de carrière, ou plutôt deuxième partie de carrière, on a un mec qui est totalement capable de ça. Donc, c'est pas la folie, hein. C'est pas un mec qui va faire des dribble end-off, jeu de main à main, avec beaucoup d'expertise, qui maîtrise les angles de passe, le timing, ça. C'est pas quelqu'un qui va créer un sortie de dribble, évidemment pas. Mais on voit que sur des pick and roll où, par exemple, un Mitchell se prend de la pression, il ressortait par le haut, Gobert, ensuite, recevait la balle et devait affronter un 4 contre 3. La lecture pour faire l'extra passe, la passe de short roll, l'extra passe vers le corner opposé, dans ce 4 contre 3, il savait la faire. Et encore aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être le point où il y a le plus d'amélioration. Après, on sait aussi que le passing vient en mangeant, non, c'est ça l'appétit, mais le passing vient avec l'âge, pour le coup. Donc ça, plus tu passes de temps sur le terrain, plus tu t'arrives à comprendre le jeu, etc. Donc le passing a tendance quand même à venir avec l'âge. Et puis, dans le même temps, ça coïncide par ailleurs avec l'explosion de spacing. Donc c'est vrai que aujourd'hui, c'est presque banal pour un pivot de savoir faire cette extra passe, parce que il y a plus d'espace, ce qui veut dire que les lectures sont beaucoup plus faciles. Donc même un mec qui de base est pas top, quand tu reçois la balle dans ce genre de position et que tu vois qu'il y a un mec largement ouvert avec personne à 2-3 mètres de lui, la lecture elle est facile. Je crois que j'ai déjà fait aussi l'analogie avec le passing de Jaylen Brown. On en reparlera peut-être dans la série, mais pareil, Brown c'est devenu un bon passeur à Boston, parce qu'il y a tellement de spacing que finalement les lectures sont plus simples. Mais le Gobert de début de carrière, en 2014-2015, c'est pas la même NBA en termes de spacing. Donc, faire ce genre de lecture dans des espaces plus réduits, c'est compliqué. À l'époque, il y a 10 ans, il y a un peu plus, le roi du short roll, je vais pas dire qu'il a inventé, mais un des premiers, Joachim Noah, le français Joachim Noah, qui était le roi là-dessus. Parce qu'à l'époque, il fallait un tel niveau de passing, de processeur pour prendre des décisions bonnes et vite. Et Joachim Noah était génial là-dessus. Mais je veux dire, briller sur le short roll en 2014, pour moi, a plus de signification qu'aujourd'hui Gobert. Mais au moins, on va pas lui donner trop de crédit là-dessus non plus. C'est pas un game changer, c'est devenu presque un basique des pivots, et c'est bien qu'il l'ait maîtrisé. Mais justement, il l'a maîtrisé. Donc ça, c'est bien. Vraie bonne amélioration au niveau de cette prise de décision. Et ce qui fait que voilà, on a quelqu'un qui a déjà plus de 10 ans de carrière. J'avoue que je serais assez curieux de voir combien de temps est-ce qu'il peut dominer encore. J'espère quand même qu'il va nous faire toutes les 2020 d'un très bon niveau. L'avantage aussi, hein, c'est que il a été drafté, donc 21 ans, c'est pas si vieux que ça, en 2013, donc il a aujourd'hui 33, mais l'avantage c'est que c'est pas un jeu qui se repose sur l'explosivité. Et ça, c'est un vrai bonus. C'est un vrai bonus parce que parfois, ce genre de profils peuvent avoir tendance à vieillir d'un coup ou très tôt, parce que quand tu perds l'explosivité et que c'était ça qui te permettait de faire les décages ou faire les actions en défense,
si t'as plus cet avantage, c'est mort, quoi. Donc, ça peut avoir tendance à affecter certains joueurs. Lui, il y a quand même ce luxe que ça n'a jamais été sur de la vitesse, sur de l'explosivité qui faisait la différence. Donc, on peut espérer que ça puisse vieillir assez bien. Et moi, j'avoue que, bon, je ne sais pas s'il restera encore 8 ans de plus All Defensive First Team, ça je sais pas. Par contre, j'ai aucun mal à imaginer un Gobert de 38, 39 ans qui n'est plus une star, n'est plus All Defense star, mais qui, sa protection de panier est telle qu'on arrive encore à aller trouver un rôle de roamer ou de safety, juste tu restes en deuxième rideau, on essaie de te cacher le plus loin du ballon possible, mais la défense est telle que en fait c'est intéressant de t'avoir sur le terrain, rien que pour ça, quoi, pour le coup. Un peu comme Luke Kornet, qui a émergé à Boston l'an passé. Luke Kornet, défense du pick and roll classique, c'est pas ça, l'isolation encore moins, ainsi de suite. Kornet, il émerge parce qu'on arrive à le garder off-ball dans un rôle de safety, donc en fait Gobert est assez bon là-dessus, et puis grand et long, que finalement, ouais, j'ai pas de mal à le voir vieillir peut-être assez longtemps dans des rôles peut-être plus réduits, mais tout de même, quoi. Arriver à exister en NBA, donc ça, on verra ça. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais finissons par ça, l'anecdote. En effet, c'était à l'époque la longueur de bras la plus grande de l'histoire du Combine, mais il a été battu. Il a été battu par un certain Mo Bamba en 2018, qui lui a été un top pick. Parce que Mo Bamba, justement, Mo Bamba, il émerge un peu, à l'époque, il fait un one and done à Texas, et il y a un côté Mo Bamba qui est très grand et plus long que Gobert, un tout petit peu, mais qui avait un peu de jump shot. Et pour le coup, il y avait un peu ce rêve en pleine explosion de Gobert où il était deep boy, ce genre d'année là, 17, 18, etc. Et il y avait un côté, draftons, vu que ce profil réussit, on va drafter Mo Bamba très tôt, très haut, parce que c'est Gobert plus un jump shot. C'est ça le rêve, pour le coup. Bon, c'est bien aussi de terminer par ça, parce que vous voyez que en fait, la taille et la longueur ne suivent pas. Quand vous voyez quelqu'un qui peut-être va critiquer Gobert en disant c'est juste qu'il est grand, non, parce que Mo Bamba, il manque plein de choses. Il manque de la dureté. Il se fait manger sur les contacts. Mo Bamba, il n'avait pas le cerveau, il n'avait pas le processeur, il n'avait pas le. Donc certes, t'as les grands bras, mais si tu sais pas t'en servir, c'est un peu pénible, quoi. Donc c'est là-dessus où je pense que faut pas être trop sévère parfois. Certains haters de Gobert le sont, mais en même temps c'est leur métier, c'est des haters par définition. Mais c'est pas que la longueur, c'est pas que la taille. Il y a aussi savoir l'utiliser. Et au final, oui, pendant un temps, il a été le mec qui a eu la plus grande envergure de bras de l'histoire. Il y en a un qui est venu après, il a eu plus grand. Je pense que Taco Fall ou des mecs comme ça qui sont venus encore après, j'ai pas de tête là, de mémoire, mais ont eu aussi des bras immenses et ainsi de suite. Je peux vous parler de Moses Brown aussi, qui est immense et très grand. En fait, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Donc, je pense qu'il y a plus de crédit à donner, que certains ne le pensent en tout cas, sur l'utilisation, sur le cerveau et sur le niveau de jeu, tout simplement, de Gobert. Donc voilà pour Rudy Gobert, la star qui est devenue une meilleure version d'elle-même, peut-être on peut le dire comme ça. En plus, on finit avec de la pensée positive et du développement personnel. Gobert est la même version qu'avant, mais en plus fort, en beaucoup plus fort. On a un joueur qui est un all-timer en termes de défense. J'espère que ça vous aura plu, et on se dit à très bientôt, à demain, pour un prochain Origine de Star.